Il va nous raconter des belles histoires, ton papa. Est-ce qu'il y a une éducatrice dans la salle? Ouais, maintenant, ils sont tous sur leur téléphone. Ah, bah, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin des petits pendant que... Enfin, ils sont plus grands que moi, alors bon. Enfin, ça, c'est parce qu'il y a des OGM. C'est pas encore... Allez, bon, moi, je vais m'y mettre quand même. Travaille un peu quand même, hein, parce que je sais toujours pas qui c'est. Oui, bah, voilà, tu vas le savoir. Alors, j'aimerais continuer sur la citation de Xavier de tout à l'heure, qui parlait de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Je crois qu'il y a également dans le Petit Prince un autre moment où le renard demande au Petit Prince « Apprivoise-moi ». Il dit « Si tu ne m'apprivoises pas, si on reste comme on est, alors moi je suis un renard comme 5000 ou je ne sais plus le chiffre, enfin comme 10 000 renards. Toi tu es un enfant comme 10 000 enfants. Mais si tu m'apprivoises, eh bien moi je deviendrai, alors je ne sais plus la citation exacte, moi je deviendrai un renard pour toi, un renard particulier. Toi tu deviendras aussi un enfant particulier pour moi. Alors voilà, enfin je pense que ça c'est aussi une expression du lien, apprivoiser. Apprivoiser, on peut dire, bah tiens, c'est pas très beau d'apprivoiser, c'est un peu négatif, hein, j'entends même des mouvements contre la détention des animaux, etc. Eh bien, non, je pense que l'apprivoisement, c'est quelque chose qui peut être merveilleux aussi, ça veut dire, on va devenir quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Voilà, pour continuer un peu sur cette anecdote de Saint-Exupéry. Alors maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Voilà, on m'a proposé de venir vous parler d'attachement. Alors j'ai intitulé ma conférence « L'enfant, sa mère et les autres » parce que je voudrais vous parler de l'attachement, mais un petit peu dans la direction quand même qui vous intéresse vous davantage probablement, c'est-à-dire les autres. Évidemment, il n'y a pas que la mère dans l'éducation. J'essaye de manipuler le... qu'est-ce que ça... Bon, écoutez, si ça ne marche pas, je vais vous dire... Ça marche? Oui, mais c'est lui qui a fait marcher, c'est pas moi. On n'a rien vu. Mais c'est bien fait. Ah ben si, ça y est. Non, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors je vais vous demander chaque fois, si vous êtes d'accord, je vous fais un petit signe, puis vous passez à la diapo suivante. Merci. Alors, voilà, j'ai aussi sous-intitulé mon intervention « L'attachement en 10 questions ». Prochaine. Il faut me regarder. Alors, d'abord, j'aimerais commencer par cette chose qui peut-être vous semblera bizarre. Est-ce que l'attachement existe depuis toujours? Certains, vous pensez que l'attachement, quand on parle d'attachement entre des gens, entre des enfants et des parents, etc., bah oui, ça faisait quelque chose qui existe, qui a existé de tout temps. Alors, oui, peut-être, mais attendez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce poster, cette affiche, qu'on pourrait interpréter comme une affiche, un poster féministe, probablement. Hein, cette femme qui montre ses muscles, voilà, et puis le texte qui dit « oui, on peut le faire ». Eh bien, en réalité, qu'en est-il? Vous voyez peut-être que c'est marqué en tout petit. En fait, c'est une affiche qui a été dessinée dans les années 1940, 1942 en l'occurrence aux États-Unis, comme objectif de recruter des femmes pour travailler dans les usines d'armement. Évidemment, il fallait faire marcher à plein régime les usines d'armement aux États-Unis. Les femmes ont rejoint en grande quantité les usines d'armement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la guerre? Eh bien, la chose suivante qui est dessinée sur ce graphique, mais enfin que je vous explique, eh bien, c'est qu'à la fin de la guerre, quand les usines d'armement n'avaient plus autant de demandes de main-d'œuvre, eh bien, les femmes, surtout celles qui étaient en âge de procréer, c'est-à-dire les jeunes femmes, sont retournées à la maison. Il y a eu un grand mouvement dans les années
fin des années 1940, des années 1950 également, de retour au foyer des femmes qui auparavant occupaient une position professionnelle à l'extérieur de la maison. C'est quelque chose qu'on ne sait pas tellement, mais qui a, à mon avis, une très grande signification par rapport à mon propos d'aujourd'hui. La prochaine. Alors, vous voyez les dates, je vous parlais des années 1950. Eh bien, c'est dans les années 1950 qu'un psychanalyste anglais, John Bowlby, a défini le terme attachement, inventé, on pourrait dire, la théorie de l'attachement. Et alors, est-ce que c'est une coïncidence historique? Eh bien, voyons encore d'autres choses. Dans les mêmes années, un collègue de John Bowlby, un autre psychanalyste anglais, Winnicott, eh bien, énonçait l'idée suivante, c'est que pour prendre soin d'un enfant, la charge que représente la prise en charge, donc très lourde, disons, d'un jeune enfant, nécessitait une sorte de disposition mentale particulière des jeunes femmes, des jeunes mères. Et alors il appelait ça la préoccupation maternelle primaire, énoncée en 1956 de nouveau. Alors il disait par exemple, n'était la grossesse et la naissance, cet état particulier des jeunes mères, serait une véritable maladie. Alors, il appelle ça une sorte de maladie normale, qui est importante pour que, comme je le disais, la jeune mère puisse accepter de prendre en charge cette tâche énorme qui est celle d'éduquer un enfant et de le soigner, etc. Dans les mêmes années toujours, 1956, eh bien, la première pilule contraceptive. Ceci est un événement, je pense, important, même majeur dans notre société, c'est-à-dire qu'elle signe en quelque sorte le passage d'un mode de conception ancien, disons, qui était basé sur, en fait, le mariage, éventuellement l'intervention divine pour certaines personnes, vers un type de conception réfléchie, où il y a une sorte de nécessité pour les jeunes parents de faire parler ce qu'on pourrait appeler le désir d'enfant. Le désir d'enfant n'était pas forcément nécessaire auparavant, il devient évidemment nécessaire dans la famille moderne qui est à ce moment-là capable, mieux qu'auparavant, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de contraception avant la pilule, mais beaucoup mieux qu'auparavant, de pouvoir gérer les naissances. 1958, on est toujours dans la même époque, hein, eh bien, invention de l'échographie. Donc on peut, depuis ce moment-là, visualiser le fœtus qui entre en quelque sorte dans la famille avant la naissance. Alors, je dirais que, pour résumer, depuis les années 1950, des années où la notion d'attachement est arrivée dans le domaine de la psychologie et finalement dans le domaine du grand public, eh bien, ce sont les années où l'attachement est en quelque sorte devenu une sorte d'impératif. C'est-à-dire, la famille qui jusque-là était basée probablement sur quelque chose de, on pourrait dire une sorte de ciment plus économique qu'affectif, et bien à partir de ce moment-là, effectivement, le ciment de la famille va devenir affectif et l'attachement va devenir essentiel. Alors évidemment, à cet état de fait, eh bien, on peut imaginer des oppositions. Je cite en particulier donc l'opposition féministe, plus particulièrement encore Elisabeth Badinter, qui dans cet ouvrage Le conflit donc exprime bien cette idée d'une opposition à cette vision moderne de la relation parent-enfant, basée sur l'idée que la mère doit être parfaitement au service de son enfant, et c'est un petit peu à ça que concourent toutes ces idées d'attachement. Vous voyez que je suis un peu critique. On m'a demandé de vous parler de la notion d'attachement, qui est une très belle notion, effectivement. Enfin, je vais en parler encore davantage, mais en même temps, je pense qu'il faut rester un tout petit peu critique et resituer dans l'époque. Hein, ça me paraît essentiel. Resituer dans l'époque. Pourquoi tout d'un coup on se met à parler d'attachement? Eh bien, à mon sens, effectivement, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans la société, dans la science,
qui nous amène à concevoir que les liens dans la famille sont des liens affectifs, sont des liens qui sont très importants évidemment, mais avec les liens affectifs, eh bien, il n'y a pas que le grand plaisir que vous nous avez montré tout à l'heure, cette espèce d'aspect jouissif du lien qui était exprimé tout à l'heure par ces rubans qui passaient dans la salle, mais il peut y avoir aussi dans l'attachement des choses plus conflictuelles, plus difficiles, un enfermement éventuellement, mais il peut aussi y avoir cette chose merveilleuse que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, qu'évoquait Saint-Exupéry, donc cette forme d'apprivoisement pour l'autre, par l'autre. Alors, ceci dit, la théorie de l'attachement a eu le mérite de nous expliquer quels sont les besoins émotionnels du jeune enfant. Alors, ce que montre cette théorie de l'attachement, eh bien, c'est que les émotions chez le jeune enfant, eh bien, sont bien présentes. Le jeune enfant, évidemment, a des états émotionnels, et l'autre va être important pour réguler ces états émotionnels. La tristesse, la colère peuvent être présentes chez l'enfant, et chez le jeune bébé, et l'autre est là, la peur évidemment, l'autre est là pour calmer l'enfant, pour l'aider à se réguler en quelque sorte, et c'est une chose importante que nous montre la théorie de l'attachement. Une autre chose importante que nous montre la théorie de l'attachement, eh bien, c'est que, contrairement à ce que les collègues de John Bowlby lui disaient, ils disaient, mais vous parlez d'attachement, vous voulez parler de dépendance, c'est-à-dire que le jeune enfant, évidemment, ne peut pas être autonome dès la naissance, donc il est, on le sait bien, en dépendance naturellement de ses parents. John Bowlby disait, non, je ne parle pas de dépendance, je parle d'autre chose. Et un des grands messages de John Bowlby et de la théorie de l'attachement, eh bien, c'est que l'attachement, quand ça fonctionne bien, ça va servir au contraire de la dépendance, ça va servir l'autonomie. Regardez ce tableau de Palma Vecchio. Il est intéressant. En 1520, Palma Vecchio avait dessiné avec beaucoup d'art cette Vierge à l'enfant. Peu importe le thème, la Vierge à l'enfant, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment il l'a dessiné, comment il a représenté, alors en particulier l'enfant. Voyez ce que fait l'enfant. Eh bien, tout d'abord, la mère montre à l'enfant quelqu'un. Elle lui montre, on pourrait dire, le monde extérieur. Et que fait l'enfant? Vous voyez ce geste, ce mouvement de l'enfant. Il est très beau, il est très naturel. Palma Vecchio l'a peint d'une manière qui nous paraît très naturelle, pas du tout ambiguë ou ambivalente, alors qu'en fait, il y a dans son mouvement deux choses très distinctes, très différentes. Vous voyez que le bas de son corps se retire dans l'autre sens que ce que lui présente sa mère. Mais le haut du corps, les épaules, le torse déjà, les épaules, le regard, eh bien, se dirige vers ce que montre la mère, le monde extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, la mère essaye d'ouvrir l'enfant vers le monde extérieur, l'enfant se replie contre elle. En faisant ça, il accroît la surface de contact de son corps avec le corps de sa mère. Mais, en même temps, ça lui permet de regarder le monde extérieur. Donc, ce double mouvement, voilà exactement l'attachement, la théorie de Bowlby. C'est-à-dire quand ça fonctionne bien, parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien, mais comme ça fonctionne bien, là, chez Palma Vecchio, eh bien, l'attachement, c'est un appui, c'est une base de sécurité pour pouvoir s'ouvrir vers le monde extérieur. On a besoin de cette base de sécurité pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir explorer, pour pouvoir faire marcher notre curiosité à l'égard du monde extérieur. Et c'est merveilleusement dépeint dans ce tableau, 4 siècles donc avant John Bowlby. Et je pense là que les artistes, effectivement, parfois ont des intuitions assez extraordinaires qui permettent de beaucoup anticiper ce que la science va découvrir ou expliquer par la suite. Alors, la théorie de l'attachement nous montre que l'attachement, eh bien, ça se construit dans la toute petite enfance. Alors, John Bowlby nous dit, et il est en accord là avec beaucoup d'autres chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine-là, eh bien, c'est que dans les 2 premiers mois de la vie, le jeune enfant émet des signaux lorsqu'il est en détresse, lorsqu'il a froid, qu'il a peur, qu'il a faim.
il émet des signaux, mais d'une manière un peu indifférenciée. Et puis c'est à partir environ du deuxième mois, on pourrait dire après l'ensemble du premier semestre de vie, à partir de 2 mois, et bien que l'enfant commence à faire la différence entre les personnes. Il repère bien qui est son père, qui est sa mère, ou qui sont d'autres personnes. Et il commence aussi à différencier les signaux qu'il adresse à ses différents partenaires. Il sait que pour certains, il vaut mieux être comme ceci, comme cela. Peut-être avec certains, avec celui-ci, il vaut mieux pleurer pour obtenir de la proximité ou du réconfort. Avec celle-là, peut-être il vaut mieux sourire. Le sourire et les pleurs, finalement, ça peut poursuivre le même but dans une perspective d'attirer l'autre vers soi pour pouvoir obtenir quelque chose, c'est-à-dire une sorte de réconfort, de régulation des émotions, comme je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, alors, dans le deuxième semestre de vie, à partir de 6 mois, 7 mois, 8 mois, René Spitz, peut-être que vous en avez entendu parler de la fameuse angoisse du 8e mois, si ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que dans cette période de vie, ce deuxième semestre de vie, eh bien, l'enfant finalement devient sélectif, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'accepte plus forcément d'être approché par certaines personnes, où il veut être approché, être réconforté par des personnes spécifiques, particulières. John Bowlby pensait que c'était la mère uniquement, pratiquement. Par la suite, il a accepté qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui pouvaient remplir cette fonction, mais la théorie de l'attachement a été assez handicapée, disons, par cette idée de Bowlby, cette idée première, qui était que la mère devait remplir cette fonction de personne, disons, vers laquelle l'enfant devait se retourner pour pouvoir s'apaiser. Et ça a été très handicapant parce que, évidemment, le mouvement féministe américain, cette théorie a eu beaucoup de succès aux États-Unis, le mouvement féministe américain s'est beaucoup dressé contre la théorie de l'attachement comme une théorie dont le but était de renvoyer les femmes à la maison, ces fameuses années 1950 dont je vous ai parlé. Eh bien, avec ce retournement à la maison des femmes, eh bien, la théorie de l'attachement venait en quelque sorte justifier ce mouvement du retour à la maison et de valoriser le rôle des mères, rôle donc évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très critiqué par les féministes, y compris les féministes françaises comme Elisabeth Badinter. Alors, maintenant j'en viens à quelque chose. Alors, l'attachement, qu'est-ce que ça a de particulier? Est-ce que l'attachement c'est l'amour? Eh bien, voilà ce que je voudrais discuter là maintenant. Alors, je veux dire, si on devait donner une sorte de définition de l'attachement, on pourrait dire, on pourrait énumérer un certain nombre de choses, on pourrait dire que voilà, c'est un lien de longue durée, je pense que tout le monde serait d'accord. Le partenaire n'est pas interchangeable. Ça, c'est quelque chose d'important. Disons, on n'est pas indifférent à qui est avec nous, enfin le partenaire, disons, quand il y a une relation d'attachement, on pourrait dire que c'est une relation relativement exclusive. Une recherche de proximité, oui, on recherche, la proximité est source plutôt de plaisir, maintenir la proximité également, et puis la séparation qui n'est pas intentionnelle, lorsque ce n'est pas nous qui l'avons voulu, eh bien elle peut être source d'angoisse ou de détresse, si l'autre part sans qu'on l'ait voulu, comme dans le détachement, comme dans la rupture amoureuse par exemple, évidemment, eh bien c'est source de déplaisir, d'angoisse, de tristesse, etc., de colère éventuellement. Mais est-ce que c'est l'attachement tout ça? Eh bien je dirais non, jusque-là on parle de lien affectif. Par exemple, le lien amoureux. Dans l'attachement, selon la théorie de l'attachement, il y a quelque chose de supplémentaire. C'est ce que j'ai mis en jaune ici en bas. La personne, la figure d'attachement, la personne avec laquelle on est attaché, eh bien, joue un rôle de base de sécurité, de port d'attache également. C'est-à-dire ce rôle de réconfort, de protection, de réconfort. C'est ça la particularité de l'attachement par rapport à une relation amoureuse. Alors, je ne dis pas que dans la relation amoureuse, il ne puisse pas y avoir cette recherche de sécurité, de réconfort, surtout dans les couples au long terme, au long cours, des couples âgés peut-être, mais il n'est pas forcément nécessaire dans les jeunes couples, lors du coup de foudre en particulier, eh bien, d'avoir ce sentiment de sécurité. Ce n'est pas une condition, je dirais.
Alors, et puis ça n'exclut pas non plus donc, que dans l'amour, il y ait de l'attachement, hein, donc, au sens de la théorie de l'attachement. Mais je dirais la particularité de l'attachement par rapport à d'autres liens affectifs, eh bien, c'est cette question de sécurité. Alors, comment dans la relation entre un parent et son enfant, la théorie de l'attachement parle de la relation de la mère à son enfant en général, eh bien, qu'est-ce qui fait que l'enfant va pouvoir trouver la sécurité auprès de son parent, auprès de sa mère? Eh bien, il est important que le parent, et ceci, ce que je vais vous dire, c'est le résultat de très nombreuses études au sujet de l'attachement, des observations et des études expérimentales. Eh bien, il est important que les émotions de l'enfant soient reconnues par l'adulte et qu'elles soient validées par l'adulte, que l'adulte montre qu'il a compris les émotions et les demandes, notamment les demandes émotionnelles de l'enfant. Lorsque l'adulte valide donc les demandes de l'enfant, eh bien l'adulte montre à l'enfant qu'il a compris, et l'enfant va comprendre que l'adulte comprend ses émotions. Ça, c'est vraiment essentiel pour le développement, on pourrait dire, du psychisme, enfin de la mentalisation en quelque sorte. C'est-à-dire, je comprends que l'adulte me comprend, c'est-à-dire que l'adulte comprend que j'ai un monde interne, que j'ai un psychisme en quelque sorte. Et c'est ce qui va permettre à ce que l'enfant puisse exprimer des demandes émotionnelles. Si l'adulte ne comprend pas que l'enfant a des émotions, eh bien l'enfant risque finalement de ne plus exprimer de demandes émotionnelles. Hein, l'adulte, lorsque je lui dis que j'ai peur, il me traite de mauviette, eh bien évidemment l'adulte signifie qu'il ne reconnaît pas, il ne valide pas cette émotion, et de cette manière-là l'enfant va essayer de se comporter avec cet adulte comme s'il n'avait pas peur. Et donc l'enfant va comprendre qu'il existe un monde interne, donc le sien, mais aussi celui des autres, avec une part partageable, c'est-à-dire par des signaux, par des demandes, mais aussi avec une part d'obscurité. On ne peut pas totalement comprendre son propre monde interne, ni celui de l'autre. Et c'est ce qui va permettre aussi cette fameuse ouverture au monde dont j'ai parlé, et également l'empathie, la résilience également. Alors, j'aimerais revenir à une position un peu plus, justement, de ce débat féminisme et de l'attachement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse appeler l'instinct maternel, qui va évidemment vous concerner, vous, en tant que professionnel qui vous occupez d'enfants? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il y a eu beaucoup de littérature sur ces sujets-là, et en particulier, donc, je vous ai déjà parlé de Winnicott, qui parlait de préoccupations maternelles primaires. Daniel Stern, malheureusement décédé maintenant, mais qui était un psychologue très considéré et reconnu à Genève, eh bien, parlait à ce propos d'une manière très proche de la constellation maternelle, qui impliquait aussi l'idée d'un changement de psychisme chez la mère. Après avoir enfanté, eh bien, le psychisme de la mère est différent, définitivement. Il y a de la littérature également sur le bonding, donc ces gens qui ont pensé qu'il était tellement important, et ils ont eu raison de le dire, mais tellement important qu'il y ait à la naissance un contact corporel entre la mère et l'enfant, mais en ayant probablement exagéré, en disant que si ce contact n'existait pas, eh bien ça allait être catastrophique pour le développement de l'enfant. Or, on sait bien entendu que les grands prématurés qui n'ont pas bénéficié de ce contact, que les enfants qui ont été adoptés, qui n'ont peut-être pas bénéficié non plus de ce contact, eh bien, peuvent se développer tout à fait bien, enfin, sans problème particulier. Donc, il y a aussi eu des exagérations, avec évidemment, qui ont entraîné, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, des oppositions. Et j'avais mentionné Elisabeth Badinter, en particulier, je mets ici son ouvrage « L'amour en plus », dont j'adore le titre, l'amour en plus. Ce qu'elle veut dire, eh bien, c'est que l'amour dans les relations entre mère et enfant, eh bien, l'amour peut survenir, et c'est un plus, mais dans l'histoire, dans notre histoire occidentale notamment, eh bien, on a effectivement, d'après elle, mais je partage cet avis, beaucoup d'évidence que l'amour n'a pas forcément été toujours une condition nécessaire
pour pouvoir faire des enfants, élever des enfants, etc. Alors, regardez cette chose-là. Je vais vous parler d'un terme un peu barbare qui s'appelle alloparentalité. Mais bon, c'est pas important de le retenir. Ça veut dire l'élevage des jeunes par d'autres individus que les parents biologiques. Alors là, ça va vous concerner. Alors, on sait que, d'après une anthropologue américaine qui s'appelle Sarah Ardai, que chez les oiseaux, environ entre 8 et 17%, elle a fait sa comptabilité, des espèces d'oiseaux pratiquent cette forme de parentalité un peu différente, c'est-à-dire permettre aux autres individus du groupe d'élever les jeunes. Chez les mammifères, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3%. Chez les primates, qui nous concernent le plus, eh bien, d'après Sarah Ardai, que vous voyez ici en photo avec sa petite fille, eh bien, il n'y aurait que 3 espèces de primates qui pratiquent l'alloparentalité, c'est-à-dire la possibilité d'élever les jeunes par d'autres individus que les parents biologiques. Eh bien, il y aurait les tamarins, les marmosets et l'homo sapiens, donc nous. Alors, comment prouver ça? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire que on peut prendre la question de cette manière-là, pour pouvoir pratiquer cette forme de parentalité un peu différente, disons, c'est-à-dire que permettre à d'autres individus d'élever les enfants, d'autres individus que les parents biologiques, eh bien, il faut un certain nombre de prérequis, de critères. Notamment, il faut qu'il y ait une certaine prédisposition aux individus de la société, du groupe, disons, à pouvoir prendre soin des jeunes, des enfants, indépendamment de leur sexe, de leur âge, pour les femmes ou pour les femelles, puisqu'on parle aussi d'animaux, eh bien, indépendamment de leur statut reproductif, c'est-à-dire qu'elles soient vierges, qu'elles soient enceintes ou qu'elles soient en état de postpartum. Et il faut donc un attrait pour les jeunes, un intérêt pour les jeunes, un désir également de les protéger. Diapo suivante. Alors, regardez ces images. Vous regardez bien ces 2 images, B1 et B2. Vous essayez de ne pas trop réfléchir. Et puis, vous dites, qui de B1 ou de B2 j'aimerais protéger, j'aimerais caresser, j'aimerais être proche, j'aimerais aimer, etc. Alors, ne levez pas la main, mais je vous dis que quand ça a été fait dans des assemblées où on demandait aux personnes de lever la main, qui préfère B1, qui préfère B2, eh bien, les chiffres sont à peu près 80% pour B2 et 20% pour B1. Indifféremment des hommes et des femmes, indifféremment de l'âge. Alors, ceux qui préfèrent B1, eh bien, si vous avez préféré B1, eh bien, vous recevez toutes mes félicitations parce que vous avez vu un enfant réel. Si vous avez préféré B2, je pense qu'il devrait logiquement y avoir parmi vous 80% des personnes qui ont préféré B2. Si vous avez préféré B2, vous êtes victime. Vous êtes victime d'une illusion qu'on peut appeler supranaturelle. Ça veut dire, vous avez été victime d'un réflexe inné, d'après Konrad Lorenz, c'est le grand Konrad Lorenz qui a découvert le mécanisme d'empreinte, il disait, c'est un réflexe inné qui fait que nous sommes généralement, sauf les spécialistes qui ont choisi B1, évidemment, qui sont plus réalistes, disons, mais généralement, nous sommes victimes de réflexes innés qui font que nous préférons l'aspect juvénile. Il appelait ça la néoténie. C'est-à-dire, on préfère par exemple, si vous voyez un chiot et puis un chien adulte, ah ouais, c'est mignon le chiot, etc. Donc ça marche aussi pour nous avec les animaux. Donc on a cette sorte d'attrait particulier pour ce qui est juvénile. Quelle est la différence entre B1 et B2? Je ne sais pas si vous le voyez, c'est uniquement la grosseur de la boîte crânienne par rapport aux autres proportions du visage. Eh bien, la grandeur de la boîte crânienne, c'est un indicateur, justement, entre guillemets, néoténique, c'est-à-dire un indicateur de juvénilité. Pourquoi? Parce que entre le fœtus jusqu'à l'adulte humain, eh bien, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'il y a une modification progressive du rapport entre le visage et la boîte crânienne qui va dans le sens, donc, d'une réduction
de la grandeur de la boîte crânienne par rapport au reste du visage. Donc plus la boîte crânienne elle est grosse, et même si elle est supranaturelle, c'est-à-dire qu'elle est trichée, hein, comme sur ce dessin B2, eh bien ça attire, pour la plupart d'entre nous, ça attire davantage notre réflexe de protection, notre désir, disons, d'intimité, de protection, de tendresse, etc. Alors, donc ce dessin, je vous l'ai montré pour illustrer, disons, le fait que chez l'humain, en général, eh bien, ce réflexe inné, donc de tendresse pour l'aspect juvénile, est une condition, effectivement, de l'alloparentalité, une condition remplie, donc, chez l'humain, pour l'alloparentalité. Et puis, on pourrait dire, mais quelle est l'évidence que chez l'humain, on pratique l'alloparentalité? Eh bien, c'est tout simple. Vous en savez quelque chose. Eh bien, ce que j'appelle globalement l'éducation partagée, c'est-à-dire que les parents confient leurs enfants à des éducatrices, par exemple, mais aussi à des nannies, à toutes sortes de situations, eh bien, c'est de l'alloparentalité, exactement, ce que font de loin pas tous les animaux. Donc, nous sommes alloparentaux. Il y a évidemment d'autres exemples, très connus. Vous connaissez peut-être l'expression d'allaitement mercenaire. C'est une pratique qui était très importante jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, où les femmes, pour pouvoir, comme c'est représenté sur ce tableau de Clouet ici, eh bien, pour en quelque sorte respecter leur corps féminin, eh bien, pensaient que d'allaiter était dégradant. Et les femmes de la bourgeoisie, de l'aristocratie, mais finalement, progressivement, aussi du peuple, en France, jusqu'à Robespierre, en fait influencé par Jean-Jacques Rousseau, eh bien, on a pris des dispositions pour arrêter ce phénomène d'allaitement mercenaire, c'est-à-dire où pratiquement toutes les femmes mettaient leurs enfants en nourrice chez ce qu'on appelle justement des nourrices mercenaires, qui pouvaient être à la campagne, mais qui pouvaient être aussi ailleurs en ville, et c'était catastrophique parce que la moitié des enfants mouraient, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas le lait pasteurisé et qu'on donnait aux enfants du lait de chèvre, parce qu'évidemment les nourrices mercenaires ne pouvaient pas allaiter plusieurs enfants, et donc elles devaient faire des compléments alimentaires. Et puis alors évidemment l'adoption c'est typiquement un phénomène d'alloparentalité qui est particulière chez l'humain et qui est finalement assez valorisé. Donc voilà des preuves qui me disent que l'humain est parfaitement alloparental, et c'est quelque chose que sur lequel j'insiste et que j'apporte par rapport à la théorie de l'attachement, qui n'est pas inclus dans la théorie de l'attachement, mais lorsqu'on s'adresse à des gens, à des personnes qui professionnellement s'occupent de jeunes enfants, eh bien c'est important de le dire. Voilà, notre espèce, effectivement, elle pratique cette sorte de parentalité déléguée, et que c'est quelque chose qui est commun donc, dans notre espèce humaine. Alors, ça m'amène à cette question-là. Y a-t-il une figure d'attachement principale, objet de grands débats qui ont des incidences sur la politique, comme je vais essayer de vous le montrer? Je fais un petit détour par ce qu'on appelle la situation étrange. C'est un petit détour, puis ensuite je reviendrai à ma question principale. Hein. Y a-t-il une figure d'attachement principale? La situation étrange, eh bien, c'est une petite situation d'observation, de laboratoire qu'on pratique pour la recherche uniquement, pas du tout pour la clinique, pas du tout dans le cadre de l'éducation, mais c'est pour évaluer la qualité de l'attachement d'un enfant à un parent ou une autre personne. Ça se pratique donc en laboratoire, c'est-à-dire que l'enfant est là dans une pièce où il y a des caméras vidéo, etc., quelques jouets, des chaises, et puis l'enfant est avec sa mère. Ensuite, une personne inconnue va entrer dans la pièce, interagir un peu avec l'enfant, la mère va sortir, la mère va revenir, la personne inconnue va sortir, etc. Enfin, une série d'épisodes, ça dure 21 minutes, il y a 8 épisodes. Et puis, à l'issue de ceci, eh bien, on va évaluer ce qu'on appelle la qualité de l'attachement de l'enfant à la personne qui était là. Généralement, c'est la mère, mais on peut le faire avec d'autres individus, d'autres personnes que la mère. Et alors, peut-être vous avez entendu parler, quand on parle d'un attachement sécure. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un terme qui est un petit peu entré dans le langage commun. Eh bien, ce terme-là vient justement de cette situation étrange. C'est pour ça que je vous en dis quelques mots. Dans les années 1970, eh bien, Mary Ainsworth, une élève de John Bowlby, avait conçu cette situation d'observation.
Et ce terme d'attachement sécure provient de là, hein, et d'attachement insécure provient de là exactement. Eh bien, qu'est-ce qu'elle appelle attachement sécure? Eh bien, c'est que après cette série de petits épisodes dont je vous parle, qui stressent un petit peu l'enfant, on peut l'imaginer, eh bien, l'enfant est content de voir sa mère revenir. Quand elle revient dans la pièce, en général, l'enfant accueille sa mère, comme vous voyez sur la petite vignette de gauche, là, et puis la réunion se fait avec la mère ou le parent, et puis l'enfant, ensuite, on voit qu'il s'apaise, peut-être qu'il était un peu stressé, peut-être qu'il pleurait même dans la situation étrange, et l'enfant repart explorer les jouets qui étaient disposés dans la pièce. Voilà l'attachement sécure. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien. Quelquefois, les enfants, alors on appellera ça l'attachement insécure, alors insécure évitant, quelquefois l'enfant c'est le milieu. Vous voyez que là, c'est une petite vignette où on voit un enfant avec son père. Alors le père revient dans la pièce, et puis le père sait que si l'enfant ne vient pas vers lui spontanément, c'est lui qui va vers l'enfant. Alors il va vers l'enfant, il lui montre qu'il voudrait l'accueillir dans ses bras, et l'enfant se détourne, il s'en va. Il ne s'intéresse pas à ce père qui voudrait le réconforter, en l'occurrence. Et puis, alors, certaines personnes ont dit, mais Madame Ainsworth, écoutez, ça c'est normal, enfin cet enfant-là, peut-être il va à la crèche, peut-être il a l'habitude des séparations, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de se rassurer. Et puis Madame Ainsworth, elle disait, non, je suis sûr qu'il est très stressé, mais il ne sait pas comment se réconforter auprès de ce parent-là. En l'occurrence, il dit son père, mais ça pourrait être sa mère, peu importe. Et puis, eh bien, un peu plus tard, ce n'est pas Ainsworth qui l'a fait, ce sont d'autres personnes, eh bien, on a pris de la salive de l'enfant avant de le mettre dans une situation étrange, pendant, après, etc. Et puis, on a regardé dans la salive le cortisol. Vous savez que le cortisol, c'est un indicateur du stress. Hein, comment on ressent le stress dans son corps. Pas forcément le stress psychologique, mais enfin, c'est un petit peu corrélé, mais pas toujours très bien. Et alors, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces enfants évitants sont très stressés. Ils sont stressés dans cette situation étrange, mais ils ne le montrent pas. Et je vous parlais tout à l'heure de l'importance de pouvoir montrer ces émotions et que l'adulte les comprenne. Eh bien, on a vite compris justement que, enfin, Mary Ainsworth a vite compris qu'effectivement, pour ces enfants-là, il y avait quelque chose de particulier, c'est que le parent n'écoutait pas les demandes de l'enfant. Et puis, eh bien, l'enfant faisait comme s'il n'avait pas peur, même s'il avait peur dans cette situation. Preuve en est justement son cortisol dans sa salive. Et puis, le troisième type, là tout à droite, aussi insécure, eh bien, une sorte l'appelait insécure résistant, sont des enfants qui sont, au contraire des précédents, qui sont très activés dans leurs demandes. Ils demandent énormément aux parents, ils veulent tellement que le parent ne sait pas comment répondre, et puis ça se finit en bagarre. Le parent ne peut plus contenir l'enfant, c'est de la colère, etc. Alors, je vous ai simplement montré ça pour vous dire que, voilà, on a trouvé que lorsqu'on fait ces situations étranges, à peu près dans n'importe quel pays, et en population normale, je dirais, c'est-à-dire avec des gens un peu tout venant, qui sont d'accord de participer à l'expérience, eh bien, on trouve systématiquement 2/3 d'enfants sécures, avec leur mère, mais si on fait l'expérience avec les pères, c'est exactement la même chose, 2/3 d'enfants sécures avec leurs parents, et puis 1/3 insécures, les deux petites catégories insécures dont je vous ai parlé, évitants et résistants, environ 1/3 des enfants. Alors, en ce qui concerne l'attachement au père, John Bowlby considérait donc que la mère était la figure principale d'attachement. Et disons, alors c'est un point de vue personnel, disons, je découperais un petit peu l'histoire en 3 modèles, trois choses différentes. Je dirais, il y a un modèle traditionnaliste, pour vous montrer aussi que la science ne répond pas à tout, mais que derrière la science, il peut y avoir aussi de l'idéologie. Je dirais un modèle un peu traditionnaliste. C'est celui de la théorie de l'attachement, le modèle, disons, traditionnel de la théorie de l'attachement, celui de John Bowlby, qui est de dire, eh bien, l'attachement à la mère est premier. Ensuite, il peut y avoir d'autres attachements, peut-être au père, par exemple, mais c'est secondaire.
Et puis, eh bien, moi, je suis né dans les mêmes années que la théorie de l'attachement, même un tout petit peu avant, mais j'étais on pourrait dire, en période de reproduction, si on peut dire des choses comme ça, dans les années un petit peu post-68. Enfin, j'ai vécu 68, évidemment, un peu dans les mouvements féministes. Et puis, on avait une idée que les rôles, comment on dit aujourd'hui, les rôles de genre, devaient être interchangeables. Et dans l'enfantement, eh bien, on pensait que père et mère devaient être totalement interchangeables, pas au niveau de l'accouchement, bien évidemment, ni de l'allaitement, mais par la suite, qu'on était totalement interchangeables. Et j'ai vécu ça moi-même avec mes enfants. Donc, une interchangeabilité, nous avons provoqué cette sorte d'interchangeabilité. Alors, évidemment, on a beau jeu aujourd'hui de dire « Ah oui, mais les enfants des 68 arts, ils sont tous toxicos, ils sont homo, ils sont ceci, ils sont cela, je ne sais pas quoi. » Bon, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'éducation, etc. Bon, c'est vrai, peut-être, on met à culpa, mais on a vécu un peu cette époque-là, donc de révolte un peu contre cette idée que la mère était première, et nous avons voulu faire autrement. Alors, réussite ou échec, peu importe, voilà, c'est le second modèle, je dirais un peu 68 arts. Et puis le troisième modèle, que j'ai appelé postmoderne, qui est maintenant le modèle vraiment en vogue en psychologie, c'est de dire, ah mais il y a attachement au père, évidemment, mais chacun a un rôle différent. En fait, la mère, si vous voulez, elle aurait une fonction de réconfort, de protection, par rapport aux émotions négatives, mettons, colère, tristesse, peur, etc. Et puis le père, il aurait une fonction de protection, mais dans l'exploration. Si vous voulez, c'est comme si le père était celui qui allait, comme dans le tableau de Palma-Vecchio, celui qui allait propulser l'enfant vers l'extérieur, en lui donnant une base de sécurité, et la mère, c'est celle qui réconforte lorsqu'il y a voilà, peur, tristesse, colère, etc. Et alors, bien, personnellement, disons, je vous ai une très bonne idée, simplement, je trouve qu'elle ne répond pas aux familles modernes, disons, c'est-à-dire famille monoparentale, qu'en est-il, l'homoparentalité, évidemment, qu'en est-il, donc évidemment, ça laisse encore certaines questions, à mon avis, en suspens. Mais enfin, toujours est-il que, voilà, qu'en est-il de l'attachement au père? Est-ce que le père peut jouer ce rôle de réconfort, par exemple dans la situation étrange? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, voilà, ce chapitre, c'est les autres donneurs de soins, donc par exemple les pères, mais aussi d'autres personnes, est-ce qu'ils peuvent servir de figure d'attachement? Alors, le père comme figure d'attachement, je le répète, là c'est des diapos qui... voilà. Alors, une petite expérience ici, je vous raconte une petite expérience qui date des années 1970. Michael Lamb avait montré un film sur lequel on voyait des enfants sourire ou des enfants pleurer. Et puis, il avait mis des capteurs sur les mains des spectateurs, qui pouvaient être des garçons, des filles, des hommes, des femmes. Des capteurs qui mesuraient leur rythme cardiaque, leur sudation de la peau, enfin, donc des paramètres physiologiques. Eh bien, ce que Michael Lamb s'aperçoit, c'est que autant les garçons que les filles, autant les hommes que les femmes réagissent aux émotions du bébé, réagissent dans leur corps. Hein. Dans leur corps, c'est-à-dire que le cœur se met à battre, la sudation de la peau, etc. Donc, nous sommes, nous les hommes, on pourrait dire outillés, d'une certaine manière, à cette sensibilité, à cette réceptivité, disons, des émotions du bébé, qu'elles soient des émotions de joie ou des émotions négatives, pleurs, tristesse, etc. La diapo suivante. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors, évidemment, en complément de la diapo précédente, dans l'étude de Michael Lamb, et ce qu'ils avaient observé également, c'est dans une salle d'attente. Ils avaient mis les mêmes personnes, peut-être, je ne sais pas exactement, dans une salle d'attente, et puis un vrai bébé arrivait avec sa mère, probablement, et puis le bébé, à un moment donné, peut-être se met à pleurer, ou rigole, ou n'importe. Eh bien, évidemment, là, la réponse sociale, parce qu'on est en salle d'attente et qu'il y a d'autres spectateurs, la réponse sociale des hommes et des femmes, ou des garçons et des filles, sont différentes. Parce qu'on est dans une situation sociale. Et là, les rôles de genre ressortent, évidemment. Hein. Donc, physiologiquement, c'est quelque chose, mais le comportement peut être autre chose.
Alors, la situation étrange, non, c'est d'avant, merci. La situation étrange faite avec des pères, eh bien, on trouve exactement la même chose, c'est-à-dire ces fameux 66%, donc 2/3 d'enfants sécures. Donc la proportion d'enfants sécures est la même lorsqu'on fait la situation étrange avec la mère ou avec le père. Ça, c'est très important. Et il n'y a pas de corrélation entre les deux, c'est-à-dire qu'un enfant peut être sécure avec son père, mais insécure avec sa mère, ou réciproquement. Donc le père peut parfaitement servir de base de sécurité, en tout cas dans les mêmes proportions que la mère. Alors qu'en est-il de l'attachement aux donneurs de soins professionnels? J'utilise ici un terme de nouveau un peu barbare, je pense que vous le connaissez, le caregiver. C'est utile ce terme anglais caregiver parce que ça veut dire le donneur de soins. Dire le donneur de soins, bon, c'est un peu compliqué, en anglais il y a un mot unique, voilà, le caregiver. Alors caregiver c'est utile parce que ça peut être toute personne qui s'occupe de l'enfant, ça peut être la grand-mère, la nounou, jeune fille au père, l'éducatrice, etc. Ou le parent, le père, la mère, etc. Alors, le caregiver professionnel, donc là je parle bien aux éducatrices, eh bien peut-être une figure d'attachement, point d'interrogation. Alors, il faut presser encore une fois peut-être. Alors là, il y a un complot. Alors je vous dis, je ne sais pas si c'est Bill Gates qui a fait ce complot, mais il y a un complot, parce que la diapo, celle qui est la plus sensible pour vous, vous avez vu, elle est blanche. Vous revenez en arrière? Alors ça, c'est extraordinaire. Non mais vraiment, là il se passe quelque chose de fabuleux. C'est la diapo la plus sensible pour vous d'aujourd'hui que je voulais vous montrer. Eh bien, elle est blanche. Non mais c'est pas moi qui ai trafiqué ça. Est-ce que c'est vous qui avez trafiqué ça? Vous avez vu les chiffres et puis vous vous êtes dit on ne peut pas montrer ça à ces étudiants. Ah non mais ça alors c'est ça. Alors écoutez, je vais vous montrer ça avec le point. Non, ça marche pas. En plus, ils ont saboté le pointeur. Non. Je vais aller moi là-bas. Non, je vous dis les chiffres qui devraient apparaître ici, mais qui n'apparaissent pas. Ouais, d'accord. Oui, mais bon, on n'y voit rien. Alors bon, non, mais je vous dis les chiffres. Hein. Vous me croirez sur parole. Et puis ceux qui veulent, je vous donne mon PowerPoint qui est dans ma poche ou dans ma mallette ici. Je l'ai ici, donc en version non trafiquée. Et je vous le donne si vous voulez. Bon. Eh bien, les chiffres, donc vous voyez, c'est un peu le même graphique tout à l'heure, quand il y avait la mère et le père. Et ici, c'était la mère et le caregiver professionnel. C'est-à-dire, quand on fait une situation étrange avec l'éducatrice ou l'éducateur de la petite enfance, on va, donc, comment est-ce qu'on fait? Bien, à la crèche, on demande, ben voilà, cet enfant-là, les parents sont d'accord pour qu'on fasse une situation étrange, machin truc. Est-ce que parmi le personnel, qui est la personne qui est la plus proche? Non, on pourrait dire qu'il y a, voilà, de laquelle l'enfant, on pourrait dire qu'il a un attachement, disons. Hein. Et puis, bien, avec cette personne, on fait la situation étrange. Eh bien, on a donc sur la gauche, attachement à la mère, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les autres diapos, 66% de sécure. Avec le caregiver professionnel, c'est pour ça qu'on a saboté ma diapo, c'est que c'est un peu moins. Hein. Oui, mais bon, c'est quand même 50%. Mais j'entends, c'est pas 66%, on est d'accord, donc il y a une différence entre la moitié et les 2/3. Mais quand même, bon, quand même, ça veut dire que au moins dans la moitié des cas, et en plus, bon, sachant que le recrutement n'est peut-être pas parfait, quand on dit quelle est l'éducatrice qui est la plus proche de l'enfant, etc., peut-être des fois on choisit mal, parce qu'il y a des congés, il y a ceci, cela, etc. Mais quand même, malgré tout, bien, en tout cas 50% d'enfants sécures. Eh bien, voilà, vous me croyez sur parole, donc tant pis pour la diapo, mais on va quand même essayer les diapos suivantes, on va voir si elles sont sabotées aussi. Non, celle-là n'est pas sabotée. Alors, il me reste combien de temps, excusez-moi? J'ai encore un tout petit... Peut-être quelques petites minutes? Quelques petites minutes, bon. Ah, sans compter les questions, parce qu'en fait, on avait une... Oui, d'accord, après il y a les questions, bon, d'accord. Alors ici, c'est une expérience qu'on avait fait ici à Lausanne, donc, parce que bon, ce que vous ne savez peut-être pas, donc, j'ai fait ma carrière ici à Lausanne, au SUPEA, donc service de pédopsychiatrie à Lausanne, et au début de ma carrière ici à Lausanne, donc c'est-à-dire il y a assez longtemps, on avait fait une étude dans laquelle on a filmé des enfants sur leur lieu d'accueil, qui pouvaient être chez la grand-mère, qui pouvaient être à la crèche, qui pouvaient être chez une nounou, etc., enfin une maman de jour, etc.,
Et puis on a filmé à la maison, on a filmé sur le lieu d'accueil, on a filmé les arrivées, les départs, etc. Donc on a fait énormément de vidéos qu'on a analysées par la suite. Et en particulier, ce qu'on a essayé de voir, c'est quelle était l'intensité par l'enfant de rechercher le contact, la proximité avec, respectivement, la mère et puis l'adulte qui prenait soin de l'enfant, qui n'était pas la mère, qui pouvait être la grand-mère, qui pouvait être la professionnelle, etc. Voilà ce que ça donne sur ce tableau ici. Vous voyez qu'entre les âges de 3 mois à gauche et de 24 mois, donc on a fait cette étude sur une cinquantaine d'enfants, entre 3 et 24 mois, eh bien, on a ces deux courbes qui sont quasi semblables. J'entends l'enfant recherche avec autant d'intensité une interaction, une forme d'interaction qui peut être ou bien physique, proximité, etc., ou bien, mais à distance, donc c'est une sorte d'intensité générale de recherche d'interaction avec cet adulte. Donc ça se ressemble, il n'y a pas trop de différence entre la mère et puis ce qu'on pourrait appeler le caregiver non maternel. La diapo suivante. Alors, dans cette diapo ici, c'est la même chose, simplement, on a retenu que la proximité physique, c'est-à-dire toucher, le contact physique. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez que jusqu'à l'âge de 9 mois, eh bien, les deux courbes sont pareilles. C'est-à-dire que l'enfant va chercher la proximité physique autant de la mère que du caregiver, si vous me permettez ce terme. Et puis, à partir de 9 mois, eh bien, les choses se différencient. C'est-à-dire que l'enfant va chercher moins fortement la proximité physique du caregiver, professionnel ou non, que de la mère. Et alors, c'est intéressant ça parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, et c'est important pour les parents, et ça, c'est un message qu'on a essayé de communiquer aux parents, c'est de leur dire, eh bien, voyez, votre enfant, il forme un attachement avec la personne qui en a la charge, qui n'est pas vous, mais qui est une autre personne, professionnelle ou pas professionnelle, donc la grand-mère. Et puis, mais il fait la différence. Il fait la différence, regardez ça. Il fait la différence. Il développe autant d'énergie à avoir un contact avec cette personne, mais ce contact est différent. Vous voyez, à partir de 9 mois, l'enfant cherche davantage la proximité physique de vous-même, la mère. Peut-être avec l'autre personne, il veut un contact, mais sur un autre mode, peut-être plus distant, distal, on pourrait dire. Le sourire, les regards, la discussion, le jeu, etc. Et je pense que ça, c'est un message important pour les parents qui sont inquiets que leur enfant fasse un attachement à la personne qui va s'occuper d'eux. Bien oui, c'est important que l'enfant fasse une forme d'attachement. Ça ne veut pas dire que l'enfant va mélanger les choses. L'enfant, il saura bien à qui il a affaire. Et c'est intéressant aussi parce que la différence, elle se fait à partir de 9 mois. Pourquoi? Parce que Bowlby, et puis ses collègues également, avaient dit, bien, voilà, le deuxième semestre de vie, donc aux environs de 9 mois, eh bien, c'est là que l'enfant forme des relations d'attachement spécifiques, qu'il devient, comme disait Bowlby, un peu exclusif. Alors, moi, je ne dirais pas exclusif, non, il peut former d'autres relations, mais tout en sachant faire la différence entre les autres et son parent. Vous voyez un peu l'histoire? Alors, évidemment, là survient aussi une autre question pour les parents. Bon, je vais mettre mon enfant à la crèche, est-ce qu'il va être moins attaché à moi? Question qui a évidemment été très importante pour les personnes qui ont peut-être qui sont documentées sur le développement psychologique de l'enfant, etc. Enfin, les parents qui doivent mettre leur enfant à la crèche et qui se disent, mais dans le fond, si l'enfant crée des relations d'attachement, est-ce qu'il va s'attacher peut-être à d'autres et puis il va moins s'attacher à moi? Question légitime de la part des parents. Probablement que vous les avez entendues, ces questions-là, dans votre activité, où vous allez les entendre. Eh bien, il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Et à qui mon enfant va-t-il s'attacher? Je montre ici ce tableau de Léonard de Vinci. Pourquoi? Parce que c'est un tableau qui a été analysé par Sigmund Freud, qui avait montré que sur ce tableau, comme vous le voyez peut-être, on ne sait pas à qui appartiennent les genoux de Sainte Marie et Sainte Anne. Et c'est juste un tout petit coup d'œil comme ça pour dire que ça se rapportait pour Freud à l'enfance de Léonard de Vinci, mais c'est juste pour introduire à cette question. Donc on ne sait pas à qui appartient ceci et cela, à qui mon enfant va s'attacher.
Eh bien, regardez, sous l'administration Clinton, eh bien, on a décidé de faire une étude nationale aux États-Unis qui réglerait définitivement cette question. Parce que jusque-là, dans les années 70-80, les féministes et les scientifiques se sont beaucoup écharpés sur cette question-là, avec des études qui étaient parfois contradictoires, etc. Et les Clinton ont décidé, disons, qu'il fallait une étude nationale qui réglerait définitivement la question. Une étude très coûteuse, mais qui a été faite de façon très soigneuse, et qui aboutit à finalement la conclusion que, eh bien, il n'y a pas de détriment chez l'enfant qui est accueilli à l'extérieur de la famille, il n'y a aucun détriment sur la qualité de la relation d'attachement à sa mère. Eh bien, regardez, donc, sur la colonne de gauche, vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces fameux 2 tiers ou 66% d'enfants sécures en population tout venant. Et puis ensuite, la deuxième colonne, c'est l'enfant qui est entièrement à la maison avec sa mère ou avec son père. Donc, eh bien, quand on fait la situation étrange, on retrouve environ 2 tiers d'attachement sécure, mais même un petit peu moins s'il y avait une différence. L'enfant chez une assistante maternelle, donc ce qu'on appelle maman de jour, sauf erreur à Lausanne, eh bien, c'est la même chose que pour l'enfant entièrement à la maison. Et puis l'enfant à la crèche, vous voyez que s'il y a une différence, elle va plutôt même dans l'autre sens, c'est-à-dire davantage d'attachement sécure chez l'enfant à la crèche que chez l'enfant à longueur de journée à la maison avec sa mère. Ces différences ne sont pas forcément significatives statistiquement, mais elles montrent en tout cas qu'il n'y a pas de détriment de la qualité de la relation à la mère pour l'enfant accueilli à l'extérieur et en particulier par des professionnels, c'est-à-dire à la crèche. Alors, juste quelques mots, je ne sais pas s'il faut que je passe par-dessus là, peut-être ça ira? Alors, quelques mots sur comment l'enfant se comporte en présence de plusieurs figures d'attachement. C'est dans cette étude de Lausanne que nous avions fait, nous avions envie de voir comment l'enfant était quand il était avec plusieurs figures d'attachement, c'est-à-dire avec sa mère, qui venait l'amener à la crèche, par exemple, et puis avec l'éducatrice qui l'accueillait à la crèche, qui était, alors justement on se documentait avant de filmer, qui était censée être l'éducatrice la plus proche de l'enfant. Et puis, on avait cette idée que c'était un moment un petit peu crucial, cette sorte de triade, c'est-à-dire maman, enfant et professionnel, et que l'enfant, dans cette triade, comment est-ce qu'il se comportait? Enfin, on avait pensé que l'enfant pouvait peut-être avoir une sorte de, en tout cas certains d'entre eux, de comportement harmonieux, de passage d'une triade à l'autre. En fait, nous avons trouvé beaucoup de peine à trouver ce genre de choses. C'est-à-dire, on a plutôt vu des enfants qui étaient dans une relation et puis, avec comme une sorte d'alternance de relation, tout d'un coup étaient dans une autre relation, comme dans cet exemple ici. Donc l'enfant est dans les bras de la mère, l'éducatrice lui montre que c'est le moment voilà, où elle va l'accueillir, et puis l'enfant coupe tout contact avec la mère et puis il interagit avec l'éducatrice. Dans celui-ci, eh bien, l'enfant de même, simplement avant de passer dans les bras de l'éducatrice, eh bien, il a un tout petit moment de rassurance auprès de la mère, mais ensuite il se laisse passer dans les bras de l'éducatrice, finalement en coupant la relation avec la mère. Donc il y a vraiment une sorte d'alternance de relations. Et puis ici, avec ce que nous avions appelé à l'époque un retrait de relation, c'est-à-dire que l'enfant, vous voyez, il est porté dans les bras de la mère, et puis tout d'un coup, il passe dans les bras de l'éducatrice, mais comme en se vidant, il est tonique dans les bras de la mère, la première vignette, la dernière vignette, il est tonique dans les bras de l'éducatrice, mais les deux et troisième vignettes, eh bien, l'enfant est comme un petit peu vidé de sa substance, il a perdu tout tonus, il s'est laissé en quelque sorte déplacé de la mère à l'éducatrice comme un sac vide en fait et sans aucune réaction. La diapo suivante s'il vous plaît. Alors on a eu beaucoup de peine à trouver un exemple comme celui-ci par exemple où on a vraiment une sorte d'harmonie, on pourrait dire triadique, c'est-à-dire où les trois partenaires ont une forme d'interaction. L'enfant s'appuie un peu comme dans la peinture de Palma Vecchio, hein, contre les genoux de la mère, donc
se donne une surface de contact corporel importante avec la mère pour regarder l'éducatrice. Et on a la deuxième vignette, cette image assez merveilleuse, disons, harmonieuse, disons, d'un passage vraiment triadique, où les trois partenaires sont en interaction. Et finalement, l'enfant dans les bras de l'éducatrice se retourne un petit coup vers la mère pour se faire rassurer encore une fois avant de rester pour la journée à la crèche. Voilà un petit peu ce que la diapo suivante, si je voulais vous montrer ces petites vignettes qui sont assez amusantes et intéressantes. Alors, je ne sais pas si elles correspondent à vos observations, mais on s'était bien amusé, disons, à faire ce genre d'observations. Alors, est-ce que, donc, vous avez un peu compris mon propos, c'est-à-dire qu'une éducatrice, évidemment, n'a pas forcément à sa disposition cette préoccupation maternelle primaire, cet instinct maternel dont on a beaucoup parlé. Alors, est-ce qu'elle peut néanmoins procurer, disons, une expérience de sécurité, une relation sécurisante? Et pour ça, évidemment, j'aimerais juste vous dire deux mots de l'OXI. Alors, je ne sais pas quelle est votre connaissance dans ce domaine-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'OXI? Oui? Oui, bon, ok. Alors, l'OXI, bon, pour moi, c'était une expérience intéressante et importante. J'ai lu, évidemment, les suivantes, quelques ouvrages sur l'OXI, en particulier celui-ci que vous connaissez peut-être, donc le maternage insolite de Myriam David et Geneviève Appel. Et disons, cet ouvrage et ma visite personnelle à l'OXI m'a, disons, laissé cette question, c'est-à-dire, est-ce que, je répondrai évidemment par la positive, est-ce qu'il s'agit d'inventer une nouvelle forme de relation adulte-enfant lorsque on est professionnel de la petite enfance? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'OXI, mais je connais quand même un peu. Et alors, j'ai essayé de faire ce tableau en réfléchissant quelles sont les différences entre le maternage, entre guillemets, le maternage ordinaire, c'est-à-dire la relation mère-enfant, si on veut, père-enfant, n'importe, donc la relation parent-enfant, et puis la relation professionnel-enfant. Donc, en suivant l'idée de l'OXI, quelle est la différence finalement entre les deux? Alors, moi, j'aboutis à cette conclusion-là, qui est une conclusion personnelle. Maintenant, peut-être à chacun de faire sa lecture de l'OXI, d'Amy Pickler, et d'arriver à d'autres conclusions. Mais en général, quand j'en ai parlé, même aux spécialistes de l'OXI, ils étaient assez d'accord avec mon point de vue. Alors, je dirais, tout ce qui est la qualité la littérature a beaucoup montré de ce que c'est qu'un bon caregiver pour le développement de l'enfant, c'est-à-dire être prévisible, avoir une forme d'accordage affectif. Ce sont des termes très techniques, mais peut-être certains les connaissent, mais peu importe, c'est pas grave. Dialogue non verbal, attention conjointe, partage d'affect, être sensible, être répondant à l'enfant. Je dirais pour moi, ça c'est kiff-kiff, c'est-à-dire on attend ni plus ni moins d'un professionnel par rapport à un parent sur ces différents aspects. Maintenant, est-ce que le caregiver, généralement, est accessible? On a montré dans la théorie de l'attachement que l'accessibilité, c'était très important. Eh bien, je dirais non, c'est différent entre un parent et l'OXI. Un parent, évidemment, on attend d'un bon parent qu'il soit accessible et disponible. Est-ce qu'on attend d'un professionnel qu'il soit accessible et disponible? Eh bien non, pas forcément, parce qu'il a d'autres enfants à s'occuper. Hein. Il a d'autres enfants, simplement, eh bien, il peut, comme à l'OXI, signifier à l'enfant qu'il est présent, mais non disponible. Hein, c'est ce que font ce qu'apprennent à faire les éducatrices ou éducateurs à l'OXI, ce qu'ils apprenaient, malheureusement, il faut mettre à l'imparfait. Anticiper les besoins de l'enfant. Eh bien, c'est là qu'il y a la grande différence. C'est-à-dire, là où on attend d'un parent, d'un bon parent, d'être parfois un tout petit peu en avance sur l'enfant, et puis de l'aider à avancer, même dans la relation, mais aussi dans les connaissances, etc. À l'OXI, non, c'est l'opposé. C'est-à-dire, ne jamais anticiper les demandes de l'enfant. C'est l'enfant qui doit faire sa demande auprès du professionnel, demande émotionnelle, demande d'attachement, on pourrait dire. C'est l'enfant qui doit avoir l'initiative, jamais le professionnel. Ça, c'est ce que j'ai retenu de l'OXI, donc d'avoir discuté, d'avoir visité, discuté avec le personnel, les directrices, etc. Donc, j'ai perçu que c'était un point essentiel, c'est-à-dire
c'est l'enfant qui doit avoir l'initiative. Ce n'est pas les professionnels qui doivent faire peser sur l'enfant leur propre affectivité, leur propre émotionnalité. Hein. Et ça me paraît être vraiment le point essentiel. Médiatisation des émotions, bon, évidemment, chez un parent, il n'y a pas question. Chez un professionnel, oui, qu'est-ce que j'appelle médiatisation? Eh bien, par exemple, quand j'ai visité l'Oxy la première fois, eh bien, je voyais des jeunes filles un peu dans tous les coins comme ça qui écrivaient. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font? Et puis la directrice m'a dit, mais elles écrivent leurs observations. Donc elles passent une demi-heure avec un enfant, ensuite elles écrivent tout ce qu'elles ont perçu, etc. J'appelle ça de la médiatisation, c'est-à-dire qui permet de créer une sorte de distance, hein, créer une sorte de, comment il faut dire, de distance entre leurs émotions et la situation. Le respect de l'autonomie, alors ça évidemment, ça c'est l'Oxy, c'est respecter à tout prix l'autonomie de l'enfant, alors autonomie affective bien sûr, mais aussi autonomie sur le plan psychomoteur, etc. Donc voilà, et à mon sens, donc ceci permet évidemment un attachement. Ça c'est sûr que les enfants à l'Oxy forment des relations d'attachement à leur caregiver professionnel, et cet attachement est différent de celui, évidemment, les enfants de l'Oxy n'ont pas à disposition leur mère, mais il est différent d'un attachement, différencié d'un attachement que l'enfant ferait avec sa mère, donc dans le maternage, comme on pourrait dire, normal par rapport au maternage insolite. Alors, donc voilà, le maternage insolite n'empêche pas la création d'une relation d'attachement et l'ouverture au monde, etc. Je crois que là, je vais passer sur ça, parce que je pense que le temps... donc là, il faudra presser plusieurs fois. Voilà, vous allez voir ce que c'est que la frustration. Là, je vous frustre de tout ceci. Encore. C'est un petit peu technique. Conclusion, voilà. Je vois qu'on me presse à conclure. Là, je vois qu'il y a un enfant qui a échappé à son éducatrice. Alors, allez-y pour la conclusion. Alors, la proximité, donc, comme vous l'avez compris, a une fonction de protection. Proximité, donc, d'un caregiver, d'un adulte, fonction de protection, fonction qui est ancrée dans notre espèce. L'importance de la relation à la mère, oui, bien sûr, la relation à la mère est importante. La théorie de l'attachement, et beaucoup de gens le disent, oui, mais il y a d'autres rencontres dans la vie. Et un attachement sécurisant, c'est ma conclusion donc, de toutes ces études, de tout ce que je connais dans le domaine de l'attachement, un attachement sécurisant peut se former à tout âge, avec toute personne. Procurer une base de sécurité, eh bien oui, c'est donner, comme je vous l'ai dit, une sorte de quittance à l'enfant de ses demandes de nature émotionnelle, même si on n'est pas disponible. Valider donc les émotions de l'enfant, de manière à ce que l'enfant comprenne que les émotions sont partageables, respecter l'autonomie émotionnelle de l'enfant, amener donc l'enfant à mentaliser les émotions, je dirais, dans la pratique courante, par le récit, par commenter des livres d'enfants. Donc je crois que tout à l'heure ça permettra de faire un peu la transition avec ce que vous entendrez tout à l'heure. Donc les livres d'enfants qui sont là, non pas forcément pour des raisons pédagogiques, mais aussi pour des raisons d'aider l'enfant à partager des émotions avec l'adulte et à mentaliser, aider l'enfant à mentaliser les émotions et à comprendre que chacun peut avoir des émotions différentes. La diapo suivante, je vais un peu vite. Donc en résumé, je dirais les idées qu'il faudra, que je souhaiterais garder avec vous. Eh bien, l'attachement, ce n'est pas l'amour. Hein, c'est différent. L'attachement, c'est un sentiment de sécurité et de protection. Un monde prévisible et compréhensible est important pour favoriser ce sentiment chez l'enfant, donc pour favoriser l'attachement et favoriser le sentiment de sécurité. Une relation sécurisante est basée sur le partage d'émotions. Elle permet une ouverture au monde et j'insiste de nouveau pour dire qu'elle peut se former avec toute personne et à tout âge. Et merci pour votre attention. Ceux qui sont hauts aussi pourraient poser des questions, ma foi.
On va courir. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Là. On peut s'attacher à tout âge. Je voulais vous dire ça, à tout âge. Hein. J'ai bien compris. Hein. Bien compris, Ouais. bien compris. Alors ça, c'est top, c'est qui donne là? C'est quoi ton nom? Non. Par contre, tu peux poser une question maintenant. Une question. Tu veux travailler? Non. Bonjour et merci pour l'exposé. Ma préoccupation se pose au niveau de l'anticipation des émotions auprès des enfants. Alors je me demande à la garderie, est-ce que il faut attendre que l'enfant par exemple dise un câlin ou bien on peut volontiers offrir un câlin à un enfant? Est-ce qu'il faut toujours attendre ou est-ce que c'est pas inné? L'instinct maternel, ça se trouve où en fait? Oui, alors, bon, merci pour la question. Alors, je vais vous dire tout de suite que je suis incapable de répondre à cette question. Simplement, ce que je peux vous dire de ce que je connais autour de cette question. Alors, peut-être certains d'entre vous ont vu les films de Bernard Martineau. Ça vous dit quelque chose? Bernard Martineau, donc, qui est un cinéaste, qui a produit des films, notamment un film qui est très connu, qui s'appelle Le bébé est une personne, ça vous dit quelque chose, c'est peut-être un peu vieux. Mais il a produit également 2 films sur l'Oxy, qui sont sortis, il y en a un peut-être il y a peut-être une dizaine d'années, et le deuxième il y a 2 ans, je crois. Et des films pour la défense un peu de l'Oxy. Et alors, ce qu'il montrait, justement, c'est qu'à l'Oxy, alors je dis bien à l'Oxy, parce que maintenant je ne voudrais pas me substituer à d'autres lieux d'accueil, etc., mais l'idée à l'Oxy, c'est ne jamais faire un câlin à l'enfant, ne jamais prendre d'initiative, disons, faire un câlin à l'enfant. Et alors, à tel point que d'embrasser un enfant, ce n'est pas permis. Et quand j'ai visité l'Oxy, j'étais avec un groupe de psychologues français qui ont été scandalisés par l'Oxy. Moi, j'avais déjà lu le bouquin de Myriam David, je me l'appelle, donc je savais à quoi m'attendre. Moi, ça ne m'a pas du tout gêné, mais ils ont été scandalisés par le fait que, justement, il n'y avait pas de ce que vous dites, en fait, de câlins, etc., et que même on leur a dit que c'était interdit d'embrasser les enfants et tout ça. Après ça, c'est terrible, c'est glacial, etc. Bon, mais alors, moi, je suis assez d'accord avec l'Oxy quand même, c'est-à-dire que effectivement, c'est peut-être pas le rôle d'un professionnel de prendre l'initiative, en tout cas de faire des câlins. Maintenant, évidemment, les situations, je dirais, est-ce qu'il faut être puriste, hein? Alors même dans le film de Bernard Martineau, par exemple, pour ceux qui l'ont vu, dans le premier, je crois, on voit une éducatrice qui dit « Ah, mais moi j'embrasse les enfants, mais en cachette. Hein » Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi faire un petit peu la part des choses, quoi. Il ne faut pas non plus être totalement puriste. Alors, moi, je n'ai pas d'autres réponses à vous donner, je suis désolé. Je vous dis simplement un petit peu ce que je connais de ce genre de questions, quoi, autour de cette question. Il y a une autre question ici, monsieur. Comment tu t'appelles? Morgane. Tu m'appelles? Non. Je voulais vous poser une question par rapport au graphique qu'on a vu avant sur l'intensité de... C'était quoi? Par rapport aux mères et aux éduques, Ouais. l'intensité dans les relations. Oui. J'avais 2 questions. C'était la première, c'était comment vous aviez pu noter en fait l'intensité. Oui, alors on a utilisé des échelles. Alors, ces études sur l'observation, il y a toute une littérature là autour. Et puis, il y a des espèces, ce qu'on appelle des échelles, en fait, des échelles d'observation du comportement. C'est-à-dire, il y a une part un peu subjective, disons, chez l'observateur, mais les observateurs s'entraînent
pour arriver à une sorte de consensus, si vous voulez, c'est-à-dire de fiabilité, qu'on appelle la fiabilité inter-observateur. Alors, ces échelles, c'est des échelles qui vont de 1 à 9, par exemple, et puis 1, c'est l'enfant ne fait aucun effort pour trouver le contact avec l'adulte. 9, c'est l'enfant fait énormément d'efforts. Et puis, alors, il y a toute une description des possibilités entre deux, une sorte de catalogue, si vous voulez, et qui tient compte à la fois, puisque c'est des interactions qu'on évalue, à la fois de l'intensité que met l'enfant et de l'adulte, est-ce qu'il favorise ou pas cette intensité. C'est-à-dire que si un adulte reste glacial et que l'enfant fait certains efforts pour avoir son intérêt, ça va, la cotation, si vous voulez, sera plus élevée que si l'adulte était lui-même enjoué et favorisait, si vous voulez, l'intérêt de l'enfant. Donc voilà, il y a pour chaque note, si vous voulez, entre 1 et 9, il y a une sorte des sortes de catalogues, et puis, comme je vous disais, on s'entraîne entre différents observateurs pour arriver à une sorte de consensus, puis quand on arrive à un consensus, c'est-à-dire fiabilité intercodeur, comme on dit, eh bien, on estime que voilà, c'est satisfaisant et que voilà, on peut utiliser ça comme une échelle de mesure. Mais toujours qui comporte une certaine part, évidemment, de subjectivité quand même. Ça répond un peu à votre question? Oui. Et ma deuxième, la deuxième question, c'était toujours sur le même graphique. Est-ce que c'était, vous aviez observé des enfants dont vous aviez jugé l'attachement déjà sécure? Alors, dans ce que j'ai montré là, non. Mais ce que je peux vous dire, que je n'ai pas montré sur ce graphique, donc on l'a effectivement fait, mais ça n'était pas du tout sur le graphique. Et alors, je vais vous raconter, disons, quelque chose qu'on a trouvé qui est très étonnant. C'est que on a revu ces enfants plusieurs années plus tard. Ils avaient 5 ans. Et puis on a fait des entretiens avec les parents pour essayer de savoir si ces enfants avaient des difficultés ou pas, des problèmes de comportement, par exemple, des choses dans le genre. Et puis, eh bien, on sait que les enfants qui étaient sécures à 1 an, souvent on fait la situation étrange quand l'enfant a 1 an, les enfants qui sont sécures quand ils ont 1 an, ils ont moins de risques d'avoir des problèmes de comportement à 5 ans. Ça, on le sait, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Alors, dans cette étude à Lausanne, on a effectivement trouvé ça. Sur les mêmes enfants que ceux que j'ai montrés ici sur les graphiques. Donc, on a trouvé qu'à 5 ans, les sécures avaient moins de problèmes. Mais, on a poussé la question un peu plus loin. On a interviewé les parents pour savoir est-ce que votre enfant a été beaucoup accueilli à l'extérieur de la famille. Et alors, on a compté, on a fait, c'était un long entretien évidemment, où finalement, le calcul semaine par semaine, c'est-à-dire, les gens nous disaient, oui, entre 1 an et demi et 2 ans et demi, eh bien, il allait à la crèche une demi-journée, mais il était chez la grand-mère aussi 2 demi-journées, etc. Puis, avec tout ça, on arrivait à faire un indice. Et alors, à la fin du compte, on savait qu'entre 0 et 5 ans, l'enfant avait été gardé, peut-être accueilli, mettons, 50% par exemple du temps hors de la famille. Et puis tel autre enfant, peut-être 20%, etc. Eh bien, la moyenne, c'était 50%. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les enfants qui avaient été beaucoup accueillis à l'extérieur, ceux qui avaient été peu accueillis à l'extérieur, c'est-à-dire plus de 50%, moins de 50% accueillis à l'extérieur. Et puis on s'est reposé la question que je vous disais tout à l'heure, est-ce que le fait d'être sécure avec sa mère est un facteur qui est protecteur contre des problèmes ultérieurs? Ou c'est dans l'autre sens, être insécure avec la mère, et c'est un facteur de risque pour avoir des problèmes plus tard. Eh bien, écoutez bien, les enfants beaucoup gardés à l'extérieur, c'est-à-dire qui avaient été beaucoup à la crèche, beaucoup chez la grand-mère, n'importe, il y avait toutes les solutions d'accueil. Eh bien, les enfants insécures, beaucoup gardés à l'extérieur, n'avaient pas plus de problèmes que les autres enfants. Les enfants insécures, beaucoup gardés par les parents, par la mère en général, à la maison, avaient, eux, beaucoup de problèmes. Statistiquement, hein.
Je veux dire, on ne peut pas dire un enfant insécure gardé avec la mère, il aura des problèmes. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est sur des groupes, sur 50 enfants. Hein, c'est statistique. Eh bien, donc c'est pour ça qu'on parle de facteur de risque ou facteur de protection. Eh bien, pour un enfant insécure, hein, le résultat des courses, pour un enfant insécure, mieux vaut être beaucoup gardé à l'extérieur. Vous voyez l'importance de votre rôle en tant que professionnel. Donc, votre rôle est important, notamment pour les enfants qui ont des facteurs de risque, notamment pour les enfants insécures. Hein. Ça, c'est voilà ce qui est ressorti de cette étude, qui a été publiée. Donc, malheureusement, dans la littérature, j'ai évidemment cherché si je trouvais d'autres études qui trouvaient la même chose. Et puis, j'en ai pas trouvé. Il n'y a personne qui a posé la question exactement comme ça, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc, il faudrait qu'il y en ait plus d'études comme ça pour être sûr de ce que j'avance. Mais quand même, ici à Lausanne, voilà ce qu'on avait trouvé, qui me paraît assez important. Alors, ça répond pas tout à fait à votre question, mais voilà, ça m'a permis d'élucubrer un petit peu. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'intéresse, donc je travaille sur Genève dans les écoles pour la promotion de la santé, et notamment les écoles dans les petits degrés. J'ai trouvé très dommage que vous sautiez le chapitre sur le stress. Donc j'ai une question, et je n'ai pas tout compris non plus ce que vous avez dit sur dans les situations où l'enfant était insécure, si c'était dû, si les hormones du stress étaient présentes ou pas. Moi j'imagine que oui, mais voilà. Peut-être que vous pouvez juste repréciser, et peut-être juste voir ce que vous avez à dire sur le stress, peut-être rapidement, en bref, un petit résumé. Merci. Voilà. Ok, donc ce à quoi vous avez échappé. C'est pas vrai ça. Oui, j'ai pas eu dessert. Je dirais ma femme. Bon, il n'est pas trop stressé, lui. Je rigole. Non, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'ocytocine. Voilà, exactement. Bien joué. Alors, oui, bon, sur le stress, alors ce que je voulais montrer là, donc à quoi vous avez échappé, c'est la question de la transition ou de la période d'accueil. Je ne sais pas comment vous dites ici, période de transition, période d'accueil, je ne sais pas. Quand l'enfant, enfin la semaine ou les 10 jours, je ne sais pas combien vous faites ici, où les parents viennent à la crèche. Adaptation, période d'adaptation. Donc, là, je voulais mentionner une étude sur cette question de période d'adaptation, où on voit que, effectivement, pendant la période d'adaptation, si on mesure l'hormone de stress, qui est toujours le cortisol dont j'ai parlé avant, eh bien, on voit que le cortisol augmente beaucoup pendant la période d'adaptation. Ensuite, et puis ensuite pendant les premiers jours à la crèche, et puis ensuite ça rediminue progressivement. C'était voilà, le diapo que je voulais montrer. Simplement, cette diapo, elle est un peu compliquée par le fait que dans l'étude dont je voulais vous parler, on a évalué ceci chez les enfants respectivement sécures et insécures. Alors, ce qui apparaissait, c'est que les enfants qui sont sécures à leur mère, et que c'est la mère qui vient pendant la période d'adaptation, qui est à la crèche, il y a chez eux pas d'augmentation de l'hormone de stress, donc du cortisol. Par contre, chez les enfants insécures, qui sont là avec leur mère, eh bien chez eux, il y a une forte augmentation du cortisol. Alors, ce qui veut bien dire, ce qui prouve donc que la sécurité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sous stress. Donc, la crèche étant évidemment un facteur de stress, mais je dis que le stress, c'est pas forcément négatif, j'entends. Hein, c'est pas le stress, ça a du bon aussi. Il faut être un peu stressé. Alors, la preuve, quoi. Alors, le stress, donc, mais évidemment, il vient parce que c'est un nouvel environnement, il y a d'autres enfants, il y a du bruit, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui activent le système de stress de l'enfant. Mais quand la mère est présente et si l'enfant est sécure, eh bien, ça n'active pas autant en tout cas, hein, le système de stress. Et alors, ça montre bien qu'est-ce que c'est que la sécurité. Tandis que chez l'enfant insécure, eh bien, pendant ce temps-là, dans cette période d'adaptation, eh bien, l'enfant est avec sa mère, mais qui ne sert pas de base de sécurité. Donc la mère, elle est là, mais elle ne joue pas son rôle de base de sécurité, et là, le stress augmente beaucoup.
Alors évidemment, monsieur parlait de... Je vais faire monter le cortisol une minute. Le petit bébé, il parlait d'ocytocine, là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'ocytocine. Peut-être vous voulez en parler, de l'ocytocine? J'adore ça, moi. Semblait- Et l'ocytocine, j'adore, moi. Alors, moi, j'en veux encore, mais je voudrais un câlin, parce que ça me fait des montées d'ocytocine. Oui, exactement, il a tout dit. Bah, allez, voilà, j'ai pas besoin de parler, venez, un petit peu. Ah non, c'est bon, parce que moi, je dois annoncer un truc pour les faire partir, donc ce serait mieux qu'ils restent pour la fin. Parce que j'ai compris que l'ocytocine, c'est l'hormone qu'il aime bien, c'est l'hormone de l'attachement, donc en guillemets, hein, parce qu'on dit l'hormone de stress, c'est le cortisol, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, et lui, il aime bien ça. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est bien. J'avais travaillé avant de venir. Ah, il me semble, hein. Ouais, j'ai pas l'air comme ça. J'étais un très mauvais élève, hein, mais j'ai appris après. C'était bien, pour papa. Pour moi, c'était bien, ouais, je transpire un peu. Moi, j'ai bien été chaud ici. Hein. Il y a un manque. Alors, s'il y avait des gens de la ville ici, ce serait bien de mettre une ventile. Je sais pas, peut-être que le message passera un jour. Moi, j'ai bien aimé. Alors, en tout cas, et bon, on pourra venir. Ouais. Mais d'abord, il faudrait qu'on les envoie à la pause. Bon. Mais j'aimerais quand même qu'on applaudisse grand papa.